Le Tornado. Depuis son vol inaugural, il y a plus de 25 ans, le Panavia Tornado est devenu l'un des plus importants avions de combat au monde. Avec des commandes portant sur plus d'1 millier d'avions, il forme l'ossature de 3 grandes forces aériennes et est devenu l'avion de combat le plus courant en Europe de l'Ouest. En plus de 15 ans de service opérationnel, il a fait taire les critiques et a prouvé qu'il était un formidable avion de combat d'attaque polyvalent. Aussi à l'aise dans les missions de reconnaissance, d'interception que de frappe tactique, il est le plus rapide des avions au monde au niveau de la mer et l'un des plus performants à n'importe quelle autre altitude. À près de 1000 km/h, il peut voler à la hauteur des arbres par tous les temps et larguer ses armes avec une précision stupéfiante. Plus de 5 tonnes de bombes peuvent être accrochées sous le fuselage, laissant ainsi les ailes libres pour emporter des réservoirs largables, des missiles ou des contre-mesures. Dans les missions d'attaque à long rayon d'action à basse altitude et en supersonique, les ailes à géométrie variable du Tornado font merveille. La véritable histoire du Tornado commence en 1967. Lorsque les armées de l'air allemandes, italiennes, belges et hollandaises ont commencé à étudier la possibilité de produire conjointement un avion qui pourrait remplacer leur Lockheed F-104 Starfighter, victime de nombreux accidents. Capable d'emporter des missiles et quelques bombes, le Starfighter, un avion très rapide, était utilisé pour de nombreuses missions, dont l'attaque à basse altitude, l'entraînement, l'interception et la reconnaissance. Son remplaçant devrait donc accomplir toutes ces missions et remplir les besoins spécifiques de chaque pays. L'étude s'annonçait donc pleine de problèmes insurmontables. Cette même année, l'Angleterre et le Canada rejoignirent le groupe et la complexité du programme augmenta encore. Alors que les accords généraux s'accordaient autour d'un chasseur bombardier polyvalent, chaque pays exigeait un avion avec des niveaux de performance différents et des armements particuliers. Les discussions continuaient, mais de nombreux points restèrent en suspens pendant plus d'1 an. La Belgique et le Canada se retirèrent alors du consortium. En mars 1969, les 4 nations restantes formèrent Panavia, une compagnie internationale dont l'objet était de mener le projet à son terme. En juillet, la Hollande suivit l'exemple de la Belgique et du Canada et se retira également, laissant l'Allemagne, l'Italie et la Grande-Bretagne comme seuls actionnaires. 3 grandes entreprises aéronautiques entrèrent au capital de Panavia. L'allemand MBB et l'anglais British Aerospace, disposant chacun de 42,5%, et l'italien Air Italia, possédant les 15% du capital restant. Si le projet aboutissait, il aurait le potentiel pour un grand nombre de contrats, donc pour réduire les coûts et augmenter la rentabilité. Une seconde compagnie fut formée pour le développement des moteurs. En septembre 1969, Turbo Union fut formée. La société était constituée par 3 motoristes différents, Rolls-Royce en Angleterre, Fiat en Italie et l'allemand MTU. Un accord détaillant les spécifications du futur avion
avait été signé et l'avait désigné MRCA pour Multi-Role Combat Aircraft. Basé dans ses nouveaux locaux à Bristol, Turbo Union commença le développement du RB-199, un puissant petit réacteur étudié par Rolls-Royce. En ce qui concerne le fuselage, la décision avait été prise assez tôt que le MRCA serait construit en deux versions, une monoplace et une biplace. Les 4 principaux clients seraient la RAF, l'aviation italienne, la Luftwaffe et l'aviation de la marine allemande, la Marineflieger. Bien qu'il y ait parfois d'importantes différences dans les exigences de chaque arme, le MRCA se devait de remplir ses missions avec la même excellence. La RAF cherchait un biplace d'attaque capable de missions d'interdiction à basse altitude contre des aérodromes ou des concentrations de chars, de véhicules blindés et de troupes ennemies. La Luftwaffe et l'Aeronautica Militare Italiano cherchaient toutes deux un chasseur monoplace polyvalent, tandis que la Marineflieger avait besoin d'un avion anti-navire. Panavia décida d'employer une aile à géométrie variable, ce qui permettait de conserver à l'appareil une taille raisonnable, tout en étant capable d'excellentes performances en haute comme en basse vitesse et en altitude. Combinée avec 2 RB-199, l'aile à géométrie variable permettait au MRCA standard d'assurer chaque pays d'obtenir précisément l'avion qu'il recherchait. Les exigences de la RAF pour un avion tout temps signifiaient que le nouvel appareil aurait besoin d'emporter de nombreux systèmes d'avionique sophistiqués. Ceci entraîna le choix d'un équipage de 2 hommes, un pour piloter l'avion et un second pour gérer les systèmes électroniques. Après avoir repensé leurs procédures, les Allemands et les Italiens optèrent également pour la version biplace au lieu de leur préférence initiale pour un monoplace. Les plans d'un MRCA monoplace furent donc abandonnés au début de 1970, laissant la version biplace seule en développement. Vers la fin de cette année-là, les ventes potentielles s'élevaient à environ 900 exemplaires. 400 étaient destinés à la RAF, 300 pour l'aviation allemande et une centaine pour l'aviation italienne, et autant pour la marine allemande. Alors que Panavia travaillait sur le prototype et que Turbo Union testait le RB-199, d'autres grandes sociétés furent engagées pour fournir les systèmes embarqués. Texas Instruments obtint le contrat pour le radar et Ferranti pour le système de navigation inertielle. En dépit de l'opposition constante de la presse et des politiciens, le prototype fut terminé à la fin de 1973. Après l'assemblage final, à l'usine MBB d'Ottobrunn, il commença ses essais moteurs au début de 1974. Vers l'été, il était prêt à s'envoler et dans l'après-midi du 14 août, il décolla de l'aérodrome de Manching. Le vol inaugural dura un peu plus de 30 minutes et ne révéla pas de problème sérieux sur le fuselage ou les moteurs. Le 30 octobre, le premier prototype assemblé en Angleterre fit son premier vol à partir de Wharton. L'équipage était constitué de Paul Millet, de BAC, et Niels Meister, de MBB. On a démarré les moteurs, tout était absolument normal. On a testé les commandes de vol, les gouvernes, les volets et les systèmes hydrauliques. Tout était OK. On a descendu le taxiway, puis on s'est aligné sur la piste. On a laissé décoller les 2 avions d'escorte. J'ai relâché les freins. L'avion a accéléré franchement et progressivement. Au moment où on a passé 120 nœuds, j'ai relâché la pression sur le manche et l'avion a décollé pour la première fois avec 160 nœuds en vitesse de montée. Il volait comme nous l'espérions. J'ai laissé les volets sortis à 10 degrés pour monter jusqu'à 10 000 pieds. Là,
Nous avons fait les essais à 200 nœuds. Sans volet, il se maniait encore mieux que prévu. On a donc accéléré jusqu'à 300 nœuds pour tester sa maniabilité qui s'est révélée absolument parfaite. Oui, on est ensuite descendu pour revenir vers l'aérodrome. On a fait un passage à 300 pieds. On est passé vent arrière et j'ai ralenti l'avion pour le mettre en configuration d'approche. Volet et train sorti. Tout est bien sorti comme prévu et le comportement de l'avion à basse altitude et en approche était aussi bon que ce que nous avions constaté pendant les tests en haute altitude. En finale, il était totalement stable. Donc, j'ai fait une approche et j'ai remis les gaz. Je suis revenu pour enfin atterrir. Le comportement de l'avion était toujours parfait, stable, sans problème. C'était comme si cet avion volait depuis de nombreuses années. Et il était vraiment sympa à piloter. Ce fut un vol d'essai absolument parfait. Le 30 octobre, le premier prototype assemblé en Angleterre fit son premier vol à partir de Wharton. En 1976, 7 machines supplémentaires avaient volé, portant le total des prototypes à 9. La même année, le MRCA fut officiellement baptisé Tornado. Et de là, à la fin de la décennie, 16 autres avions avaient rejoint le programme d'essai. Lorsqu'il fut prêt à entrer en service en juillet 1980, le projet Tornado avait pris 13 ans pour aboutir. Avec pas loin de 5000 heures d'essai en vol, il a été l'un des plus longs programmes de développement jamais effectués pour un avion militaire. Alors que le MRCA était un programme multinational, les 3 nations avaient choisi de former leur équipage au sein d'une seule école de pilotage spéciale. Les premiers Tornado entrèrent en service lorsque 2 avions furent livrés au Trinational Tornado Training Establishment sur la base de la RAF à Costomore en Angleterre. Le premier groupe d'instructeurs était eux-mêmes entraînés par les pilotes d'essai de Panavia. Ils employaient une nouvelle approche pour l'entraînement des équipages. Les personnels, qui étaient issus de chaque pays, étaient intégrés à un binôme pilote-navigateur, quelle que soit leur nationalité d'origine. Ceci s'avéra une excellente méthode de conversion d'équipage et le TTTE permit ainsi d'introduire un haut degré de coopération entre les différentes aviations de l'OTAN. L'avantage d'avoir un centre d'entraînement multinational est d'abord son côté social, parce qu'on y trouve le meilleur de chaque pays. La bière allemande, le vin italien et tous les produits de chaque pays. Sur le plan professionnel, je pense que beaucoup de gens s'inquiétaient de savoir si cela allait marcher ou pas. En fait, on a prouvé que ça marche très très bien. Quand les équipages arrivent ici, on se débrouille pour les mélanger à d'autres nationalités. Quand un pilote et un navigateur anglais arrivent, on s'assure qu'ils ne feront pas équipage ensemble, mais avec d'autres pilotes ou navigateurs. On y gagne beaucoup. Par exemple, les pilotes anglais ont l'habitude de voler très bas. Ça permet d'entraîner les pilotes qui, eux, n'ont jamais volé dans la région. On y gagne aussi car l'unité est au cœur de différentes tactiques. Et on peut ainsi apprécier les méthodes qu'ils utiliseront plus tard dans leur carrière. Alors que l'école s'étoffait progressivement, les avions étaient fournis par chaque pays pour former une flotte d'entraînement de 50 machines. Après avoir appris à voler sur leur nouvel avion, les équipages de la RAF étaient entraînés à combattre au Tornado Weapons Commercial Unit de Honington. Formé en juin 1981,
Il commença à prendre livraison de ses premiers avions en août de la même année. 5 mois plus tard, le 6 janvier 1982, le Squadron 9 devint la première unité opérationnelle des 3 pays à recevoir le Tornado. Au sein de la RAF, la version d'attaque et d'interdiction, dénommée IDS, était désignée Tornado GR1. Alors que l'Angleterre avait programmé une version d'interception à long rayon d'action, il fallut près de 3 années supplémentaires avant que la version ADV pour Air Defense Variant fût prête à entrer en service. La production des versions IDS augmentant, le Marineflieger allemand reçut ses premières livraisons en juillet 1982. En octobre, le Squadron 617, les fameux briseurs de barrage, devint la seconde unité sur GR1 à devenir pleinement opérationnelle au sein du Strike Command de la RAF. En août 1983, le Tornado avait intégré les unités de la Luftwaffe et de l'aviation italienne. Et le premier des 6 escadrons de la RAF basés en Allemagne avait commencé son rééquipement avec des GR1. Une importante charge utile et d'excellentes performances à basse altitude font du GR1 un avion d'attaque idéal pour les opérations en profondeur sur le théâtre européen. Les 2 RB 199 développant plus de 7000 tonnes à pleine charge chacun lui donnent une vitesse maximum de Mach 2,2 à 36 000 pieds. La vitesse maximum au niveau de la mer est de Mach 1,2 et les systèmes avancés permettent aux pilotes de rester supersoniques tout en volant entre 100 et 200 pieds. À pleine charge, l'avion a une masse limite de 30 000 kg environ, lui permettant d'emporter une charge militaire de 4 000 kg. Avec tout son armement, le GR1 a un rayon d'action de 1500 km. Son armement interne est constitué de 2 canons Mauser de 27 mm, montés bas sous le fuselage, de chaque côté du train avant. Une grande variété d'armes, de réservoirs et d'équipements de contre-mesure peuvent être emportés sous le fuselage et les 4 pylônes d'aile. Chaque pylône d'aile est conçu pour pivoter, afin de maintenir l'arme qui l'emporte dans l'axe de l'avion, quel que soit l'angle de la flèche de l'aile. Bien que les 3 forces aériennes européennes employant le Tornado ont leur configuration d'armement de prédilection, la RAF, la MI et la Luftwaffe font confiance au Sidewinder comme missile de défense standard pour le Tornado. L'armement offensif du Tornado dans la RAF peut varier considérablement, des bombes conventionnelles aux armes nucléaires. Il est capable d'emporter une bombe nucléaire de 500 kilotonnes, ou bien 8 bombes de 454 kg conventionnelles ou guidées laser Paveway. Contrôlée par le système d'acquisition de cibles LRM-TS, monté dans le nez de l'avion, la bombe Paveway peut être lancée par un avion et guidée par un autre. Utilisées contre des cibles statiques comme des ponts, des hangars renforcés, des postes de commandement ou d'installations pétrolifères, ces bombes peuvent être d'une précision démoniaque. Les bombes guidées laser ont une efficacité supérieure à 80%. Ça marche parce que vous pouvez disposer d'un autre avion qui pointe son rayon laser sur la cible. À l'avant de ce qui n'était qu'une bête bombe classique, il y a un capteur laser. Quand la bombe est lâchée, le capteur repère l'énergie du laser renvoyée par la cible. Ça signifie que vous avez 90% de chances de toucher la cible et qu'une seule bombe guidée laser peut faire plus de dégâts qu'une salve de bombes non guidées. Ça veut dire aussi qu'un seul avion avec 2 bombes guidées laser fera plus de dégâts que 6 ou 7 avions équipés de bombes lisses traditionnelles. 2 armes sont venues s'ajouter à l'arsenal des Tornados.
le missile Alarme, qui est utilisé contre les radars de défense aérienne, et la JP-233, bombe à sous-munitions pour saturer les aérodromes ennemis. 2 énormes conteneurs sont montés sous le fuselage, qui peuvent être chargés de 250 sous-munitions explosives. Cette charge est constituée de bombes SG-357, destinées à détruire la piste, et de mines HB-876, qui descendent sous un parachute, conçu pour endommager les pistes et empêcher les réparations. Une autre arme à sous-munitions est la BL-755, qui contient environ 150 petites bombes anti-tank. L'aviation allemande est également équipée de BL-755, mais elle dispose de son propre système anti-aérodrome, le MV-1. Une fois encore, la section plate sous le fuselage permet un montage idéal pour de telles armes volumineuses. À pleine charge, les conteneurs qui mesurent 5 mètres peuvent embarquer jusqu'à 5 tonnes et lancer une quantité phénoménale et dévastatrice de munitions sur des surfaces variables. Plusieurs centaines de sous-munitions peuvent être emportées simultanément. Il peut s'agir de mines ou d'armes anti-blindage pour détruire des chars et d'autres véhicules renforcés, ou de bombes à fragmentation pour attaquer les troupes ennemies. Les armes standards de la Luftwaffe sont les bombes explosives de 200, 500 et 1000 livres. Pour les missions anti-navires, les Tornado de l'aviation navale allemande sont armés de bombes conventionnelles de 250 à 1000 livres. Mais leur arme principale est le missile aéroporté anti-navire Cormoran. Généralement emportés par paire, ces missiles ont une portée d'environ 30 km et peuvent voler juste au-dessus de la surface de la mer à une vitesse d'environ 1000 km/h. Les informations sur la cible sont fournies initialement par l'ordinateur de l'avion, mais une fois lancé, le système de navigation embarqué et le système radar permettent au Cormoran de trouver et de toucher sa cible seul, avec une très grande précision. Alors qu'il est l'équipement standard du Marineflieger, le Cormoran est également utilisé par l'aviation italienne, dont les Tornado effectuent de nombreux types de missions différents, de l'attaque anti-navire à l'attaque au sol. Les autres armes employées comprennent le conteneur allemand MV-1 et la bombe à dispersion BL-755. Depuis son entrée en service avec la RAF en 1982, le Tornado a régulièrement prouvé son efficacité en prenant part à un grand nombre d'exercices internationaux. Le premier eut lieu en 1984, lorsqu'un groupe d'avions du Squadron 617 fut engagé au cours de bombardements organisés par le Strategic Air Command de l'US Air Force. Les douzaines d'équipes engagées représentaient des forces aériennes de toute la planète. Équipées avec quelques-uns des avions de combat les plus modernes jamais construits, elles étaient l'élite des équipages de bombardement de chaque armée. Les Tornado de la RAF réussirent des scores quasi parfaits pour obtenir les premières et secondes places des concours individuels par avion, la deuxième place de la compétition par paire et la première et la troisième place dans un duel contre les F-111 de l'US Air Force. Comparer le Tornado à d'autres avions semble plus facile que ce ne l'est réellement. Par rapport au F-111, le Tornado est plus léger. En fait, l'avion qui se rapproche le plus du F-111 aurait été le TSR-2 s'il avait été mis en service. Ce sont des avions d'une même génération. Le Tornado ressemble au F-111, mais il a moins d'autonomie. Le F-111 a été conçu pour un rôle de bombardier stratégique. Les premiers F-111 avaient un système de navigation assez rudimentaire, mais les différentes évolutions qu'il a connues font que ses capacités actuelles sont similaires à celles du Tornado d'aujourd'hui. Le F-111 est un avion plus grand, conçu avec une plus grande autonomie comparable à celle du TSR-2 ou bien du Vulcan à l'époque. Avec de tels résultats dans ses deux premières compétitions, le Tornado se taillait une formidable réputation à l'échelle mondiale. Dans les années qui suivirent, les Tornado de la RAF ont pris part à des exercices opérationnels de façon régulière.
Ceci comprend des exercices de combat complexes et intensifs, comme les exercices FLAG, qui se tiennent aux USA et qui permettent d'entraîner les équipages aux missions de guerre au sein de forces multinationales. Green Flag et Red Flag sont organisés par l'US Air Force depuis plus de 25 ans et font partie du programme d'entraînement des équipages de Tornado. J'ai participé à l'un des premiers Red Flag sur Tornado en 1986, alors que j'étais basé en Allemagne. À cette époque, l'intérêt de Red Flag, c'était d'être aussi proche que possible d'une véritable guerre contre le pacte de Varsovie qui existait encore à l'époque. C'était presque pour de vrai. La grande idée de Red Flag, c'était d'utiliser vraiment du matériel russe et en faisant de bons scénarios, avec une météo toujours clémente, puisqu'on était dans le Nevada. L'idée consistait à former des groupes pour pénétrer dans la zone. On avait des avions d'appui et même nos propres chasseurs d'escorte et aussi des avions agresseurs. En fait, c'était des avions américains qui jouaient les Russes en utilisant des tactiques russes pour essayer de nous descendre. Le grand atout, c'était de se retrouver dans des conditions les plus proches d'une véritable guerre sans avoir de chance d'être réellement descendu. Les équipages sont souvent mobilisés dans des exercices au-dessus de l'Allemagne de l'Ouest. En coordination avec les autres armes, ils planifient des tests afin d'évaluer les tactiques des équipages et la vitesse de réaction du groupe. November Delta 449814. That's going to be about south end of area 5 here. So A typical low-level sortie begins. La première phase est le repérage sur carte et la préparation du programme. On the cassette preparation ground station. On the electronic map Puis, sur la table électronique, le navigateur prépare son vol. Il croise ces données avec les autres données indispensables. Le système produit ainsi un programme très précis, très détaillé, qui sera ensuite introduit dans l'ordinateur même du Tornado. Durant le checklist, le navigateur introduit donc la cassette dans l'ordinateur de l'appareil. Les données s'inscriront sur les deux écrans à l'arrière du cockpit. C'est le plan de la mission. Sur ces écrans s'inscriront tous les détails et les données de la mission et de ses objectifs. À l'intérieur de chaque cockpit, un écran pour carte déroulante permet aux pilotes comme aux navigateurs d'avoir une vue de leur trajectoire et de leur position précise. Lors d'une mission de bombardement, les informations du radar d'attaque peuvent être combinées avec la carte déroulante pour que les cibles apparaissent sur l'écran du navigateur. Après avoir désigné électroniquement les cibles sur l'écran, le navigateur prend le contrôle de l'avion par l'intermédiaire de l'ordinateur. À partir de là, l'ordinateur dirige l'avion vers le point d'attaque et lâche les bombes totalement automatiquement une fois arrivé en position. Ce système impressionnant permet d'effectuer des missions d'attaque avec la même précision de jour comme de nuit, par tous les temps. Le radar de suivi de terrain du Tornado est le plus grand des deux systèmes montés dans le nez. Avec l'itinéraire préprogrammé dans l'ordinateur de navigation, le radar peut prendre en charge le pilotage automatique de l'avion à une altitude de 200 pieds sans que le pilote ne touche les commandes.
Le système est conçu pour voler à basse altitude et par mauvais temps ou de nuit. En fait, l'avion a été utilisé au combat à basse altitude et de nuit. Le système de navigation a été conçu pour maintenir l'appareil à 200 pieds au-dessus du sol sans référence visuelle extérieure. Pour cela, il y a un radar de suivi de terrain qui alimente le pilote automatique en mode automatique pour maintenir l'altitude de sécurité au-dessus du sol et des obstacles. Le système de navigation est, lui, relié à l'ordinateur principal qui est programmé manuellement par le système de navigation inertielle assez similaire à celui d'un avion de ligne. Ensuite, un radar de cartographie manipulé par le navigateur est utilisé pour mettre à jour et corriger le plan de vol d'après les repères au sol. Généralement, c'est assez efficace. Malheureusement, aucun ordinateur n'est assez intelligent pour savoir si la correction est juste. Car s'il y a une seule erreur, c'est le risque de collision avec le terrain. Les commandes de vol électroniques sont le système le plus sophistiqué de contrôle et de stabilisation utilisé sur les avions de combat les plus modernes. Au cœur du CSAS, il y a deux ordinateurs. Un pour le tangage, un pour le roulis et le lacet. Le pilote donne ses ordres par l'intermédiaire du manche et du palonnier. Ces informations sont transmises aux ordinateurs et elles sont combinées avec les informations relayées par les gyroscopes de tangage, roulis et lacet pour autoriser les mouvements des surfaces de contrôle. Les mouvements de la gouverne de direction sont ordonnés par l'ordinateur de lacet. Les mouvements parallèles des surfaces horizontales par l'ordinateur de tangage. Les mouvements différentiels viennent des deux ordinateurs. Aux grands angles, la sortie des spoilers est commandée par l'ordinateur de roulis. Cet ordinateur prend également en compte la sortie des volets et des aérofreins pour compenser les couples qu'ils engendrent. Le CASS donne ses ordres au système hydraulique et si l'avion subit des dommages au combat et que le système électrique est neutralisé, un système mécanique prend le relais pour maintenir le contrôle de l'appareil. Grâce au CSAS, les gouvernes sont très homogènes, quelle que soit la flèche de l'aile, sur avion lisse, comme sur avion lourdement chargé. Le CSAS réduit également la sensibilité de l'avion aux rafales et aux turbulences, ce qui, combiné à une forte charge à l'air, permet d'atteindre de très hautes vitesses, ce qui réduit d'autant le temps d'exposition au radar et aux tirs ennemis. La mission principale du Tornado est de voler à très basse altitude. À ce niveau-là, les turbulences peuvent être terriblement sévères. Le système fly-by-wire permet de piloter sans effectuer de correction. L'avantage de ce système est d'offrir des conditions de vol plus agréables. Sur n'importe quel autre avion, on se fait chahuter en très basse altitude. À la limite, sur Tornado, on pourrait avoir à bord une tasse de café et la boire tranquillement sans risquer de la renverser malgré les turbulences. Les vols sont moins fatigants et permettent de mieux se concentrer sur la mission proprement dite.
Voler en très basse altitude sur un autre avion ne permet pas non plus de voler aux instruments, car on ne peut pas les lire tellement ça vibre. L'esprit de collaboration qui a uni si fortement les industriels et les gouvernements avec nos partenaires italiens et allemands est une évidence. Et ceci ne doit pas être masqué par notre fierté d'avoir rendu ce Tornado F2 si exceptionnel. Un avion de combat avancé, un très puissant intercepteur, équipé de missiles modernes et d'un système de contrôle si sophistiqué qu'il libère l'équipage du pilotage, tel est le Tornado. Je vous remercie donc tous et je vous avoue mon plaisir et ma fierté d'être ici pour vous dévoiler les 2 premiers Tornado F2. C'est avec un grand plaisir que j'inaugure la cérémonie officielle. Vers la fin de 1984, la version F2 de défense aérienne entrait finalement en service au sein de l'ARF. Les premières livraisons furent faites à l'unité de conversion opérationnelle 229, basée à Coningsby, dans le Lincolnshire. Puisqu'il est conçu pour opérer dans un tout autre rôle que la version IDS, le Tornado de défense aérienne comporte plusieurs modifications majeures. Comme chasseur à long rayon d'action, il est équipé d'un radar d'interception Marconi Fox Hunter à la place du système de suivi de terrain Ferranti. Utilisé en combinaison avec les missiles Air-Air Skyflash, le système Marconi a une capacité de détection et de tir vers le bas pour contrer une menace aérienne jusqu'à une 50aine de kilomètres. Alors qu'un nez agrandi permet d'y installer le radar, les réservoirs supplémentaires permettent au F2 d'emporter plus de carburant que le Tornado IDS. Cela lui donne une autonomie de plus de 2 heures et lui permet d'effectuer des patrouilles aériennes de combat à plus de 600 km de sa base. Cette autonomie peut être largement augmentée grâce aux réservoirs de carburant supplémentaires largables et le ravitaillement en vol. Avec un canon de moins que sur la version IDS, il y a assez de place pour que la perche de ravitaillement en vol puisse se rétracter entièrement à l'intérieur du côté droit du fuselage. Équipé du même réacteur Mark 103 que la version IDS, le F2 n'était pensé que comme une solution provisoire, en attendant l'arrivée du F3 plus puissant. En avril 1987, le Squadron 29, basé à Coningsby, devint la première unité formée sur Tornado F3. Les améliorations par rapport au F2 comprenaient des rails de lancement supplémentaires pour 4 Sidewinder au lieu de 2 et une commande automatique pour la flèche des ailes. Pour le vol à basse vitesse, les ailes sont placées selon un angle relativement faible afin d'augmenter la surface et obtenir une plus grande portance. Plus la vitesse augmente et plus les ailes pivotent vers l'arrière. La position maximum, avec un angle d'environ 70 degrés, est utilisée pour les vols à grande vitesse, là où il est nécessaire d'avoir le minimum de traînée. Le pilote peut manœuvrer l'angle des ailes manuellement, avec un levier à l'intérieur du cockpit. Avec en particulier des tuyères allongées pour augmenter l'effet de la post-combustion, les réacteurs MK104, améliorés du F3, augmentent singulièrement la puissance disponible.
À pleine charge, le F3 pèse beaucoup moins que son cousin IDS et avec une meilleure poussée à toutes les altitudes, il accélère mieux et vole plus vite. La vitesse maximum à basse altitude est de plus de 1400 km/h et à haute altitude, elle est de plus de 2400 km/h. Alors que la production du Tornado ADV suivait son cours à l'usine de Wharton, le F2 et le F3 remplaçaient progressivement les Lightning et les Phantom de la RAF. En 1997, 6 squadrons du Strike Command avaient reçu le F3. La défense aérienne de la Grande-Bretagne était alors sous la responsabilité du groupe 11, dont le quartier général se trouve à Bentley Priory dans le Middlesex. Après avoir pris la mission d'intercepteur principal au McDonnell Douglas Phantom, le Tornado F3 continue de tenir ce rôle, même après l'arrivée des premiers Eurofighter Typhoon. Alors opérationnel avec les forces aériennes anglaises, allemandes et italiennes, le Tornado est aussi en service avec 2 autres nations. En 1985, les gouvernements de l'Arabie Saoudite et d'Oman ont annoncé une commande commune de 80 avions. 32 de ces avions sont de la version de défense aérienne et le reste de la version d'attaque et d'interdiction. Lorsque l'Irak a envahi le Koweït en août 1990, les Tornados d'Arabie Saoudite ont rejoint ceux de la RAF pour former une partie de la force d'attaque de la coalition internationale. L'engagement anglais dans ces opérations a été principalement le fait de la RAF. Sous le nom de code d'opération Granby, les escadrons de F3 et de GR1, conjointement avec les Jaguars, ont effectué leur mission à partir des bases d'Arabie Saoudite et du Bahreïn. Le premier groupe de Tornado était prêt à entrer en action moins de 24 heures après son arrivée.
Lorsque la coalition fut complète, 250 000 hommes, 12 000 véhicules de combat et 300 avions étaient déployés dans la zone. Aussi bien en quantité qu'en qualité, cette force aérienne était largement supérieure à l'aviation irakienne. Et peu après, la puissance aérienne tactique allait prouver son caractère décisif. Les plans de la coalition pour son offensive aérienne comportaient 4 phases. Les 2 premières concernaient la destruction des systèmes de défense aérienne irakiens et le bombardement de positions stratégiques clés, telles que les routes, des ponts et les centres de communication. La phase 3 consistait à anéantir les capacités de combat de l'armée irakienne. Et la 4e phase devait fournir l'appui aérien nécessaire aux troupes coalisées lors de la reconquête du Koweït. Oh dear, that one we're up. Yeehaw! Nice destroyed house, top totally collapsed there. Lorsque l'offensive aérienne commença le 16 janvier 1991, les premières missions des Tornados furent d'attaquer les aérodromes irakiens avec les bombes antipistes JP-233. Menées de nuit, ces missions à basse altitude étaient d'une importance vitale, mais se sont avérées terriblement dangereuses. Les Tornados firent face à une opposition féroce, à la fois de la part des canons anti-aériens autant que de missiles SAM. Un avion fut abattu le premier jour de la guerre, et avant la fin de la semaine, 4 autres avaient été perdus au combat. Au début du conflit, on a été engagé pour des missions à très basse altitude contre des objectifs très lourdement défendus, principalement des aérodromes ou des dépôts, ce qui nous a causé un taux de perte assez important par rapport aux autres participants au conflit. Mais ce taux peut être considéré malgré tout comme assez supportable si on fait exception bien évidemment des pertes humaines et en tenant compte du fait que ces aérodromes étaient défendus comme des aérodromes soviétiques, c'est-à-dire avec une flaque importante et de nombreux missiles à guidage radar ou infrarouge. Ce n'étaient pas des missions faciles. C'était le genre d'objectif pour sortir les JP-233, comme l'ont fait les Anglais, et où on s'expose beaucoup plus aux tirs ennemis. Ensuite, on a effectué des missions à plus haute altitude, ce qui a eu pour conséquence de réduire les pertes sans toutefois les stopper totalement. Ces pertes ont été équivalentes à peu près à celles d'avions plus modernes et plus légers, comme le F-16, pourtant capable de mieux manœuvrer pour se défendre en altitude, en raison de sa gestion énergétique mieux adaptée. Alors que la coalition avait conquis la suprématie aérienne, les GR1 furent retirés de leur rôle d'attaque à basse altitude. Pour le reste de la guerre, ils furent utilisés pour des missions à plus haute altitude. En février, la plupart des Tornados avaient été engagés dans une campagne aérienne contre les ponts irakiens, les routes et les dépôts militaires. Au milieu du mois, les 2 tiers des principaux ponts avaient été détruits et la RAF avait largué plus de 2000 bombes de 454 kilos. Back to G-Stab, back to Big Field of view. Puis, nous avons été engagés pour les missions de tir en piqué, à grand angle et à haute vitesse, et pour des tirs de précision, en utilisant généralement des bombes à guidage laser. On était capable de toucher nos cibles avec beaucoup d'efficacité. On a parfois utilisé des bombes non guidées. Mais à moyenne altitude, on ne peut pas avoir la même précision. À 1200 pieds, la précision est de l'ordre de 100 pieds. Il faut donc des cibles assez grandes. Par exemple, il est impossible de toucher un pont. L'aviation irakienne ayant été mise hors de combat et donc incapable de disputer la supériorité aérienne aux Alliés, les Tornados ADV n'avaient que peu de chances d'avoir l'opportunité d'engager des combats aériens. La plupart des missions effectuées par les F-3
furent des patrouilles au-dessus du territoire irakien. La guerre s'acheva avant la fin du mois de février, mais dès que la coalition eut gagné la supériorité aérienne, l'issue de la bataille était certaine. À la fin des hostilités, un total de 9 tornados avaient été détruits. 6 tornados GR1 de la RAF et un tornado IDS de l'aviation italienne avaient été perdus au combat, tandis qu'un autre GR1 et un IDS saoudien avaient été détruits dans des accidents sans rapport avec les combats. Au total, la coalition a perdu 41 avions au cours de cette guerre. Mais la destruction de 300 avions irakiens fut la démonstration de la supériorité et de l'efficacité de la technologie occidentale. Depuis la guerre du Golfe, les tornados de la RAF ont joué un rôle crucial dans les efforts de paix de l'ONU dans l'ex-Yougoslavie. Des détachements de F-3 de 5 squadrons différents ont chacun pris leur tour au sein de la force aérienne multinationale affectée à cette zone. Pendant leurs 6 premiers mois de service, les tornados de la RAF ont effectué plus de 500 missions. Comme participation à l'opération de l'OTAN Deny Flight, ils ont aidé à empêcher les intrusions et ont permis de maintenir la paix dans le ciel de Bosnie.